La chaîne Disney Channel va disparaître. Après presque 30 ans de diffusion, la chaîne Disney Channel France va disparaître de nos écrans, ruinant ainsi de nombreuses enfances. La chaîne fermera ses portes le premier jour de l'année de 2025 et sera remplacée par Disney+, comme deux autres chaînes auparavant que vous connaissiez déjà. Le fait que Canal+ l'a renommée était déjà un signe de cette fermeture. Honnêtement, la question dont je me pose c'est comment ils vont faire pour la diffusion miraculeuse, puisque la chaîne était l'un de leurs principaux diffuseurs. Mais là, nous ne sommes pas là pour parler de la fermeture Disney Channel France. Je crois que plein d'autres chaînes l'ont déjà assez fait. Mais de la dernière série diffusée sur cette dernière. Vous avez vu la miniature? Nous allons aujourd'hui parler de Primos. Primos, ou Une famille envahissante en France, est une série d'animation américaine inspirée de l'enfance de la créatrice Natasha Cline dans la banlieue de Los Angeles, racontant ses étés passés avec ses nombreux cousins en mettant à l'honneur la famille multiculturelle mexicano-américaine de la créatrice, ainsi que son expérience en tant que latina de la nouvelle génération. Suivions donc Tether Ramirez-Onfray, une jeune fille excentrique qui a de grands rêves pour son avenir et un seul été, qui est aussi l'été de ses 10 ans, pour les réaliser. Elle avait déjà un planning tout tracé avec 3 étapes, dont la plus importante, celle de trouver un endroit calme pour réfléchir et décider de son avenir. Ça veut dire moi, avec moi, toute seule. C'est mon temps à moi. Jack n'était pas chose facile avec sa famille au début, composée de sa petite sœur plus grande de taille Nelly, plutôt réaliste et la rabaissant souvent, son papa bricoleur Bud, sa maman artiste Bibi, lui refilant souvent les tâches pénibles de la maison, comme changer la couche de son petit frère bébé Bud âgé d'1 an, et de ses grands-parents assez surprenants pour leur âge. Elle va devoir en plus supporter l'arrivée de ses 12 cousins-cousines, d'où le nom de la série Primos, qui vont passer les 2 mois d'été chez elle. Cette visite inattendue entrave ses objectifs au vu du vacarme qui règne à la maison et de ses cousins qui l'enquiquinent la plupart du temps. Notre protagoniste cherche par tous les moyens de les éviter et de trouver un havre de paix loin de ses cousins, ce qui la rend renfermée, voire même légèrement antisociale. Au fil des épisodes, elle apprendra à mieux les connaître et à les accepter, même dans son objectif de projet d'avenir. Cette série d'animation devrait plaire à un public de tout âge et permettre aux autres familles de découvrir les différentes traditions multiculturelles de la créatrice. C'est la 5e série qui se déroule pendant les vacances d'été, comme Phineas et Ferb ou encore Souvenir de Gravity Falls. Et la 10e créée par une femme, comme The Southville ou encore Moon Girl et David Lucifer. Elle a un principe très similaire à la série animée de Nickelodeon, Bienvenue chez les Laos, et à son spin-off, Les Casa Grandes. Certains personnages de la série sont directement inspirés des sœurs de Lincoln. La série aurait pu être sur Netflix, mais le grand géant du streaming a perdu le procès contre Disney et Disney+. Natasha Cline est une scénariste et réalisatrice américaine qui a créé et produit Primos. Elle est également connue pour Big City Greens ou Les Greens à Big City en VF en 2019 et 2020. Durant son enfance, elle vivait à Los Angeles dans les années 90 avec sa nombreuse famille multiculturelle mexicano-américaine dans la banlieue désertique, juste à l'extérieur du fast et du glamour d'Hollywood. Vraiment à la série, elle passait ses étés avec ses 23 cousins. Déjà que 12 personnages c'est difficile à animer, alors 23, j'imagine pas le taf. 23 cousins? That having 12 was rough. Lors de l'annonce de la série, elle a déclaré « Primos se déroule dans les étés de mon enfance passés avec mes cousins sous le même toit, et dans la comédie qui naît de ce cadre merveilleusement mouvementé. Quand j'étais enfant, je ne me voyais pas ni ma culture représentée à l'écran, alors je suis ravie de partager ma dynamique familiale à travers ces nouveaux personnages et histoires Disney. » La série a été annoncée pour la première fois le 3 novembre 2021 par les scénaristes, producteurs et réalisateurs. L'équipe de la série est composée de Meredith Roberts, la vice-présidente principale et directrice générale, Natasha Cline, la scénariste, réalisatrice qui est aussi la productrice exécutive, Sean Cashman, le directeur de supervision, et Carla Sakasofairae, désolée pour ma prononciation, la rédactrice en chef de l'histoire. Rejointe par la suite par Philip Cohen, le producteur de la série le 15 juillet 2022. Lors du Festival international du film d'animation d'Annecy 2022, il a été annoncé que la première saison de la série comporterait 30 épisodes. Mais pour l'instant, nous n'avons que 19, soit 36 par segment. La réalisation est faite par Diego Salazar Castro et les musiques sont réalisées par les compositeurs Jim Lang et Alana Da
Fonseca. La VF est dirigée par le studio de doublage Dublin Brothers et la direction artistique par Dorothée Pousseau, que vous connaissez tous. Et aussi un grand merci aux adaptateurs de dialogues et des chansons. Je ne vais pas tous les citer car la vidéo va être plus longue qu'elle l'est déjà. Et je vous mets à l'écran la liste des épisodes des doubleurs de la VO et de la VF. La série n'a pas reçu le même accueil qu'elle a aujourd'hui et a reçu de nombreuses critiques et controverses. Le 13 juin 2023, la séquence d'ouverture de la série a été diffusée par Disney Channel Worldwide. Elle a reçu des critiques sur les réseaux sociaux, notamment de la part des Mexicains et d'autres latino-américains. Certains l'ont critiqué pour sa ressemblance à Bienvenue chez les Casagrandes. Pour revenir à ce point, j'aimerais vous donner un fait intéressant. L'une des membres de l'équipe de la série, Carla Sacas, j'arriverai jamais à dire son nom, a travaillé dans la série Bienvenue chez les Lords et a même quelques caméos sympas. Et étant donné que les Casagrandes est son spin-off, il n'y a rien d'étonnant à voir quelques similitudes. D'autres spectateurs ont dit que la séquence d'ouverture comportait divers stéréotypes négatifs, que les noms de certains personnages et le décor étaient trop stéréotypés et que la grammaire espagnole de la séquence d'ouverture était incorrecte. Ils se sont aussi plaints de l'utilisation de la teinte jaune, une technique américaine utilisée dans certains médias pour les décors de la série. Il y a eu aussi des critiques sur le refrain du générique Oye Primos qui n'est pas grammaticalement correct dans la plupart des dialectes espagnols car en effet Oye est au singulier et Primos au pluriel, dont la phrase devrait être Ogay Primos. Natasha Klein, ayant grandi en tant que membre mixte sudiste-mexicaine-américaine dans la communauté LA Latinx, expliquerait pourquoi le terme est quand même utilisé. C'est assez compliqué mais j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, dites dans les commentaires et faites des recherches. Les critiques en ligne ont continué à la suite de la publication sur les réseaux sociaux de la doubleuse originale de Tater, Myrna Valesco. La créatrice a répondu à ces critiques dans une interview du 16 juin 2023. Elle a déclaré que la série est basée sur ses expériences personnelles de grandir avec une famille américano-mexicaine étant biculturelle et biraciale. Aussi que la réalité du projet a attiré des personnes bien connues comme Melissa Villaseñor, je ne la connais pas donc encore une fois faites des recherches. Elle a également déclaré que Tater ne parle pas espagnol, c'est pourquoi sa grammaire est incorrecte, et aussi souligné l'importance des cousins dans sa vie et que le style artistique mettait en valeur l'environnement à Los Angeles. Plus tard, des changements ont été apportés. Le nom de la ville fictive a été changé de Terremoto Ace à Hacienda Hills, car le nom original a attiré des critiques faisant allusion au tremblement de terre courant dans la région, et les noms de certains personnages ont été remplacés. En raison des critiques en ligne, la première de la série a été retardée plusieurs fois. D'autres changements ont été apportés pour souligner que la série se déroule à Los Angeles et non en Amérique latine. La série est finalement sortie le 8 juillet 2024. Ok, passons maintenant à la partie qui m'a pris le plus de temps de recherche. Mais pour faire avancer la vidéo, je vais faire un bref résumé de chacun. Tater, la protagoniste d'origine mexicaine inspirée de la créatrice. C'est une fille excentrique qui a de grands rêves mais ne sait pas lesquels choisir. Elle peut être très rusée mais aussi égocentrique. Tater est très observatrice et a l'esprit ouvert, ce qui implique qu'elle est très intelligente. Ironique car elle n'aime pas l'école. Tater se soucie toujours de sa famille, en particulier de son petit frère Bud. En plus d'être éclatée en espagnol, elle parle avec un sifflement dans la bouche. Elle connaît un minimum de français et d'American English, la langue des signes quoi. Nelly est sa sœur plus grande mais plus jeune, qui aurait dû s'appeler Melly. Elle est l'un des meilleurs personnages. Elle est du genre très terre-à-terre, zen, critiquant souvent les idées de Tater, souvent l'évitant carrément pour s'adhérer à ses autres passe-temps. Et enquiquine souvent sa grande sœur. Et t'es mal à la tête de PMG qu'elle tire sur la photo famille. Attends, quoi? Heureusement, il y a Bébé Bud, le personnage le plus chill et le moins présent. Mention spéciale au gars qui avait zéro dialogue. Il kiffe sa sœur, on le kiffe, c'est bon. Pour les cousins, on a Julita ou Lita Lopez, la plus âgée afro-latina avec un style rock et décontracté et mature. Elle veut devenir une star du dance rock flamenco. Elle est aussi pansexuelle. Scooter, timide, réservé, zéro ligne de dialogue, mais sait patiner, coudre et jouer de l'harmonica. Lucita, aka Kukita, avant les critiques. C'est une petite fille mignonne et assez intelligente pour son âge. Et les Scooter sont très proches, surtout quand leur grande sœur Lita fait le bordel. Chacha, avec qui elle s'entend bien, s'exprime en disant uniquement son nom. Fille unique, sauvage, sautant partout,
Elle mâche et mord tout ce qu'elle veut. Elle peut parler normalement, mais bon, elle a la flemme. Gordita, il y a Lisa Lang, au moins folle, passionnée par la science et la chimie. Elle aime utiliser Tether comme rat de laboratoire pour ses expériences. Son frère, cousin Bud, l'un des 3 Buds de la famille. C'est juste un ado écolo vegan, qui était apparemment un businessman. Teletubby et Tonita, les 3 T ou les T-Sisters, selon la version. Juste mode, potin, cheerleading, je vais être une star. Ah, il y a Tonita qui kiffe l'archéologie, donc ça va, il y en a une qui se démarque de l'autre. Big Nacho et Natito, soit Ignacio Junior et Ignacio Junior. Bon sang, leur père n'a pas eu d'inspiration pour leur prénom. Le plus grand est un accro aux muscles et le plus jeune, son plus grand fan. We're still family, hermanote. Ils sont aussi dyslexiques. Vous savez pas lire? Mais si, bien sûr que si, on sait lire. Mais pour nous, c'est plus compliqué, du coup, la lecture, c'est une corvée. Et enfin, Lolot, surnom de Charlotte, si on suit ses origines philippines. Enfin bref, calme, douce, gothique, creepy, pouvoir surnaturel. À l'ordre de naissance, nous avons Lita, Cousin Bud, Big Nacho, Tabby, Scooter, Terry, Lolot, Tether, Nelly, Gordita, Tonita, Datito, Chacha, Lucita et Bébé Bud. Waouh, c'était vraiment compliqué de faire un résumé court de tous ces personnages, mais j'espère que ça vous a plu. Honnêtement, cette série, je l'ai adorée dès le premier visionnage. Le concept et les personnages, tout m'a semblé intéressant. Et tous ces recherches m'ont permis de mieux apprécier la série. Elle ne devrait pas être comparée à Bienvenue chez les Larves, car honnêtement, elle est supérieure. Elle propose une meilleure trame narrative et des développements de personnages plus rapides et fluides. Cette série nous plonge dans les diverses cultures de ces familles multiculturelles. Elle m'a permis aussi de réviser mon espagnol en passant. Curse you, lack of language skills. Elle possède une bonne VF, mais les chansons ne surpassent pas celles de la VO. Même si je ne pourrais peut-être jamais voir et continuer de voir cette série, ça m'a fait du bien de la découvrir. Disney Channel France manquera à énormément de personnes et de nombreux contenus exclusifs ne seront jamais montrés. Malgré le fait que Disney Channel va bientôt disparaître de nos écrans, je tenais quand même à faire cette vidéo. On peut dire que c'est une sorte d'hommage pour tout le bien qu'elle m'a procuré. Même si la chaîne s'en va en France, ou dans mon cas, dans d'autres pays francophones ou ailleurs, elle continue d'être diffusée aux US, un peu comme Disney XD. Il y a même une nouvelle série qui arrive avec un concept plutôt... original. Je me demande si ce n'est pas cela la vraie raison de sa fermeture. J'aimais partager toutes mes connaissances sur cette série d'animation que j'ai beaucoup appréciée dès la première bande-annonce. Même si je n'aurais peut-être plus la chance de continuer à la voir, ça m'a quand même fait plaisir. J'espère que je vous ai donné l'envie de la regarder pour ceux qui ne la connaissaient pas. Et pour ceux qui ont les moyens de la découvrir, sur Disney+. Ouais, j'ai pas Disney+, moi. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout d'avoir regardé la vidéo. Et likez et abonnez-vous.